Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Ce soir, à la rédaction accueille Jacques Martial-Henry, chargé de mission à MCG. Bonsoir. Bonsoir Mina, bonsoir tout le monde. Alors on va revenir avec vous, Jacques Martial, sur la situation au port, notamment avec cette décision de justice qui émane du tribunal administratif, qui date de fin octobre. On va également revenir sur le retrait de cet arrêté par le président du conseil départemental concernant la tarification au port. On en parle tout à l'heure, Jacques. Avec nous également sur le plateau, Yurgo Mohamed Yassine, qui est responsable du pôle environnement et développement durable à la CCI. Bonsoir. Bonsoir. Alors à vos côtés, Alexandre Castelot, directeur du pôle développement et innovation. Bonsoir. Bonsoir Mina. Alors on va parler d'un forum, un forum qui aura lieu prochainement et qui concerne l'économie circulaire, sociale et solidaire. C'est des notions qui arrivent en ce moment à Mayotte, que vous êtes en train de développer. Vous nous direz en quoi cela consiste et quels sont les enjeux sur notre territoire. On en parle tout à l'heure, mais d'abord voici les titres de ce mardi 8 novembre. Reconstitution des carrières, attractivité du territoire, application du Code du travail de droit commun, convention collective. Les gouvernements se succèdent, mais les revendications des syndicats restent les mêmes. La venue de la ministre Erika Barrette n'y aura rien changé. Le dialogue est à nouveau rompu, tandis que les grévistes restent déterminés à obtenir gain de cause, coûte que coûte. Explication. Parmi les grévistes, de nombreux infirmiers du département avaient fait le déplacement. Ils suivent le mouvement national et dénoncent, comme leur homologue métropolitain, un manque de considération de la part de l'État. Mais à Mayotte, les problèmes sont plus larges, entre insécurité, problèmes de facturation ou encore nomenclature inadaptée. Ils pointent ainsi du doigt des devoirs toujours plus contraignants, alors même que la population ne jouit pas des mêmes droits qu'en métropole. Zika, chikungunya, dengue, paludisme, à Mayotte, la menace des maladies vectorielles est constante et à l'approche de la saison des pluies, les risques augmentent. C'est pourquoi nous avons souhaité faire un point prévention avec l'ARS Mayotte sur les moyens de se prémunir contre ces insectes suceurs de sang. Plus d'informations à la fin de cette édition. Et comme annoncé, la grève a débuté ce matin devant les portes du vice-rectorat de Mayotte. Une poignée de fonctionnaires de l'éducation nationale s'est rendue très tôt sur place afin de demander des comptes. Bien que déterminés, les grévistes se sont heurtés à un important dispositif policier, ce qui a compliqué les échanges. Vers 9 h, une délégation a finalement été reçue par le directeur des ressources humaines du vice-rectorat. Une rencontre qui, comme c'est souvent le cas, s'est soldée par un échec. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimne. Une poignée de manifestants s'est retrouvée devant les portes du vice-rectorat ce matin. Objectif, bloquer le bureau des inspecteurs et l'entrée de la résidence des logements de fonction. Le tout à grand renfort d'œufs de poule. C'est des œufs un peu pour agrémenter cette matinée. Il paraît qu'il y a une pénurie, donc j'en ai amené quelques-uns pour lancer le message au gouvernement qu'on est là et que les années qu'on a travaillé, ce n'est pas des années à jeter comme des conneries dans la nature, il faut qu'ils en prennent compte. Les enfants dans les écoles, c'est pas n'importe quoi non plus. J'ai entendu que ce soit la couture, que ce soit les deux responsables qui étaient à l'antenne ce matin sur Mayotte Première à parler de l'école qui va très bien, de la formation qui va très bien, des rythmes qui vont très bien. J'aimerais à ce qu'ils aillent dans les écoles pour voir dans quelles conditions on travaille. Et que nos enfants, ils sont accueillis et comment se passe la pause méridienne qu'ils ont tellement l'air de louer. Les actions n'ont pas plu au personnel du vice-rectorat et encore moins aux forces de l'ordre. Il faut dire que pas moins de 7 véhicules de police et une vingtaine de policiers étaient sur place. Le ton est parfois monté très haut, aux grandes dames de grévistes déterminés à se faire entendre. Non, mais ça ne devient pas houleux, c'est juste des gens qui font du zèle, c'est tout. Quand on grève, on est dans la rue, on dit qu'on empêche les gens de circuler. Quand on veut rentrer au vice-rectorat, étant donné que le vice-rectorat c'est notre maison mère, on nous empêche encore d'entrer. Mais bon, c'est pas houleux, c'est juste des gens qui ne comprennent pas que quand un enseignant grève, il faut qu'il aille chez son chef, c'est tout. Et ils ne le comprennent pas, bon, c'est pas grave. Pour une fois qu'ils sont en sureffectif à Mayotte, bon, ils peuvent se permettre de faire du zèle. Le climat a été très tendu ce matin, dans un contexte où de nombreuses écoles du département sont fermées.
En effet, tant que les conditions ne seront pas réunies, les grévistes refusent la mise en application des rythmes scolaires et on appelle au soutien des maires de Mayotte. Les maires, jusqu'à maintenant, on n'a pas compris parce qu'en principe, ils doivent prendre leurs responsabilités. Le jour où il y aura des enfants qui seront soit intoxiqués alimentairement parce qu'on ne respecte pas les normes en ce qui concerne l'alimentation pendant la pause méridienne, quand il y aura des enfants qui se seront blessés dans ces écoles où 80% ont l'avis défavorable de la commission d'hygiène et de sécurité, ils comprendront rapidement que leur responsabilité est engagée. Donc il va falloir dès maintenant que tous les maires, ils suivent l'exemple, que ce soit de la maire de Sada, que ce soit de la maire de Mtsangamouji ou de Bweni, en prenant des arrêtés contre ces rythmes qui pourrissent nos conditions de travail et qui n'apportent rien de plus aux enfants que nous avons à la charge. Ni le préfet, ni la vice-rectrice, ni même le secrétaire général du vice-rectorat sont actuellement sur le territoire. C'est finalement le directeur des ressources humaines du vice-rectorat qui a accepté de recevoir une délégation. Même si au sortir de la rencontre, les grévistes sont comme toujours ressortis très déçus. Et à noter que depuis ce matin, des parents d'élèves bloquent la mairie de Chirongui. Ils protestent contre la mise en application depuis mercredi dernier des rythmes scolaires dans l'école maternelle de Poroani. Et après cet épisode au vice-rectorat, le cortège s'est dirigé vers la place de la République où le reste des manifestants du public et du privé s'était donné rendez-vous. Encore une fois, ce n'était pas la foule des grands jours, mais de nombreuses professions et secteurs d'activité étaient représentés. Il faut dire que la plateforme revendicative est interminable avec en premier lieu la reconstitution des carrières dans la fonction publique ou encore l'application du droit commun dans le privé. Les explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimney. Un peu plus d'un mois après la suspension du mouvement de grève, revoilà les syndicats place de la République. En effet, après une nouvelle phase de discussion avec le gouvernement, l'intersyndicale a décidé de réinstaurer le rapport de force dans la rue. Vous savez, la grève, ça fait partie de la lutte sociale. Même dans les pays développés, les grèves font partie du quotidien. Pour que les choses avancent, il faut qu'on puisse tous travailler ensemble, en tandem, qu'on puisse partager les préoccupations de la population et que chacun les porte à son niveau et que chacun prenne ses responsabilités. Il s'avère qu'aujourd'hui, nous, les organisations syndicales, on se retrouve seuls face à la problématique des salariés. On n'a ni l'appui des élus, on n'a ni l'appui du gouvernement. Et par contre, le seul moyen pour nous de nous exprimer, de nous faire valoir nos revendications et obtenir des choses, c'est par la lutte. Et la lutte, c'est dans la rue. Les années passent, mais les revendications restent les mêmes. De la reprise en compte de l'ancienneté générale de service à l'application des conventions collectives, en passant par l'attractivité du territoire, les avancées obtenues sont jugées insuffisantes par l'ensemble des syndicats. Vous savez, ce n'est pas le premier gouvernement auquel nous émettons les revendications des salariés de Mayotte ou des travailleurs en général. À chaque gouvernement, nous avons les mêmes revendications et les réponses ne suivent pas. Donc aujourd'hui, nous pensons que Mayotte est département depuis 5 ans, mais Mayotte est dans la France depuis 1841, donc on ne peut plus attendre. Ces éléments-là, on ne peut pas ne pas les émettre et mobiliser les salariés de Mayotte, que ce soit public ou privé, pour défendre ces droits qui sont légitimes pour les travailleurs qui sont à Mayotte. Et après, nous savons tous que tout ce qui est prestations sociales appliquées à Mayotte sont loin des prestations sociales qui sont appliquées dans le droit commun. Et la liste est tellement longue sur les mots qui touchent la population et nous ne pouvons pas rester bras croisés et attendre que les choses se passent. Donc c'est pour ça que l'intersyndicale public-privé, nous nous mobilisons pour revendiquer l'application tout simplement de ces mesures. Depuis plus d'un an, il ne passe pas 2 mois sans que le mouvement de grève générale ne reprenne forme. Et si certains se demandent à quoi tout cela rime, les syndicats restent de leur côté toujours aussi déterminés à obtenir gain de cause. Ces revendications qui sont connues belle lurette, vous pouvez vous dire mais pourquoi on revient. Mais effectivement on revient parce qu'à chaque fois on nous fait miroiter des promesses. Nous on est des enfants bien élevés. Écoute, on laisse venir les choses, mais malheureusement les choses ne viennent pas. S'il n'y a rien qui se fait, tant que nous serons des salariés, nous continuerons à nous battre pour gagner nos droits. C'est le propre même du droit. Nous sommes dans une république
Et dans la République, le droit des salariés, le droit de grève fait partie du droit des salariés et nous manifesterons notre mécontentement. Il appartiendrait à notre représentation locale et nationale pour faire valoir ce droit. Après la mobilisation du jour jugée très satisfaisante par les grévistes, l'intersyndicale a décidé de reconduire le mouvement demain matin 7 h, même si cette fois le ton risque d'être tout autre, puisque des actions de fermeture des administrations sont d'ores et déjà prévues. Et après le rassemblement général, les grévistes se sont séparés, mais cela n'a pas empêché certains de continuer le mouvement. C'est notamment le cas des infirmiers qui, aux alentours de 11h30, se sont retrouvés devant l'ARS Mayotte. Profitant de l'occasion offerte par le mouvement entamé au niveau national, ils ont en effet manifesté leur mécontentement face aux nombreux problèmes qu'ils rencontrent à Mayotte. Ils réclament ainsi plus de considération, plus de sécurité, mais également une adaptation de la nomenclature en fonction des réalités du territoire. Un sujet signé Assoumani Darwesh et Pierre Bellucci. Les infirmiers du département sont en colère. Leur ras-le-bol couve depuis des années et à l'occasion du mouvement lancé au niveau national, ils en profitent aujourd'hui pour évoquer les problèmes qui touchent l'ensemble de la profession. C'est un mouvement national. Donc l'ensemble des infirmiers de territoire métropolitain et donc des DOM sont en grève aujourd'hui, en colère. Ça concerne les infirmiers, tous les infirmiers de secteurs confondus, donc que ce soit le secteur privé, le secteur public, le secteur libéral, et les infirmiers spécialisés, donc comme les IBOD, les IAD, les infirmières puéricultrices, les cadres de santé. Et donc tous ensemble, nous revendiquons notre ras-le-bol envers le ministère. Manque de considération, insécurité, problèmes de facturation, problèmes liés à la nomenclature nationale en décalage avec les réalités locales. Tout n'est pas rose pour les infirmiers du département. Preuve s'il en est, la CMU et la CMUC ne sont toujours pas appliquées à Mayotte et donnent lieu, selon les professionnels, à de véritables aberrations. On n'a pas la CMUC et la CMU, et on nous dit que c'est une spécificité mahoraise. Donc, il y a 2 poids et 2 mesures. Quand une patiente va se faire soigner à La Réunion et qui n'a pas de couverture sociale, mais nos collègues à La Réunion facturent bien avec l'aide médicale de l'État, elle nous revient à domicile et c'est normal. Nous, on fait la prise en charge à domicile. Au bout d'un mois, on se rend compte qu'on passe chez le patient matin, midi et soir, voire même 4 fois, parce qu'on passe, on branche, on débranche, on rebranche, 6 à 5 fois dans la journée, et au final, on ne nous paye pas. Pourquoi on facture sur la même caisse que nos collègues de La Réunion qui nous a transmis le dossier? On nous rejette le dossier, la réponse n'est plus sur le territoire. Alors qu'on est censé avoir le même URPS et la même ARS, et on ne nous paye pas. On ne comprend pas. Il est temps qu'on nous explique certaines choses. Mayotte est souvent qualifiée de désert médical et les infirmiers ne sont pas les seuls à en pâtir. En effet, au sein du 101e département, les inégalités dans l'accès aux soins sont criantes. Aujourd'hui, je vous donne un chiffre très simple. Le coût de la santé sur le territoire de Mayotte par an et par habitant est de 1 000 €. 1 000 €, chaque habitant mahorais dépense 1 000 € par an et par habitant, alors qu'en métropole, on est à 3 300 € par an et par habitant, et à La Réunion, on est à 2 300 €. Donc il y a une inégalité totale à l'accès aux soins par manque de professionnalisme. Si on ne les encourage pas avec la spécificité du territoire, par une installation particulière, un acte particulier, donc on va plus loin en disant qu'une convention médicale et paramédicale doit être locale et non nationale pour la spécificité de l'acte. Imaginez un médecin qui a un problème technique sur son plateau technique, il est obligé de faire revenir les compétences de métropole et au minimum de La Réunion. Alors qu'un Lyonnais, un médecin infirmier, il a un problème sur du matériel, il n'a qu'à lever le téléphone. Les infirmiers en ont assez et disent aujourd'hui stop. Ils souhaitent que des évolutions interviennent sans plus attendre afin que leur profession si indispensable à la population soit enfin considérée à sa juste valeur.
Et je me tourne maintenant vers notre invité, Jacques Martial Henry, avec qui nous allons aller du côté du port de Longoni. Jacques Martial, une situation aujourd'hui qui semble être encore dans le flou, comme on l'a vu ces dernières semaines, avec cet arrêté qui vient d'être retiré par le conseil départemental, le président notamment. Oui, il faut placer les choses dans son contexte. Il s'agit en l'espèce d'un recours de remise gracieuse que le préfet a adressé au président du conseil départemental pour lui demander de retirer l'arrêté que le président du conseil départemental a signé le 2 septembre pour la tarification au port. Donc ce n'est pas par la volonté du président du conseil départemental, mais il a été, je dirais même, sommé par la préfecture pour le faire. Alors là, ce qui est en cause, c'était la rédaction. Au niveau c'est la rédaction qui était en cause. C'est pourquoi je suis convaincu que c'est la méthode que nous contestons, c'est-à-dire le président du conseil départemental devrait très bien entrer en contact avec la présidente de MCG. Parce que je crois qu'on ne peut pas vivre une situation où le délégataire et le délégat n'ont pas les facilités de contact. Si le président du conseil départemental prenait la peine de discuter quotidiennement avec la présidente de MCG, parce que la délégation des services publics du port de Longoni, c'est une continuité du conseil départemental. Donc, il doit y avoir une solidarité très forte entre ces deux institutions. C'est pourquoi, moi, je crois qu'il faut que les relations soient permanentes pour permettre à ce qu'on puisse lever les moindres difficultés dans l'intérêt du bon fonctionnement du port. Alors, une question se pose, vu que l'arrêté a été retiré, quelle tarification va s'appliquer? Les armateurs se posent la question aujourd'hui. Il est très clair que ça va causer un problème de droit, un problème de vide juridique, parce que les RTG ont fonctionné, et il faut savoir que les RTG coûtent à MCG en termes de consommables 8 000 € par semaine. On les a fait fonctionner et il faut que ça soit le travail qui a été réalisé soit payé. Donc de toutes les façons, on ne peut pas accepter que le délégataire travaille à perte. Il a consenti beaucoup de moyens pour pouvoir faire fonctionner le port. Et aujourd'hui, cet arrêté, pour moi, j'estime qu'il y a eu service fait et soit le conseil départemental compense cette perte ou la préfecture compense cette perte. Mais en tout cas, le fait que l'arrêté soit retiré n'incombe pas au délégataire. Alors, Jacques Martial, la préfecture qui intervient dans cette affaire, alors que pendant très longtemps, elle nous a dit non, c'est une affaire qui concerne le port, elle n'a pas voulu non, là, nous sommes dans le cadre d'un contrôle de légalité. Voilà. Le préfet a un contrôle de légalité sur les arrêtés et les délibérations du conseil départemental, mais le préfet ne peut pas annuler les délibérations du conseil départemental, ni même les arrêter. Il peut déférer lorsqu'il y a de doutes sérieux sur la légalité des actes. Il peut les déférer l'affaire auprès du tribunal administratif. Et en l'espèce, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas réellement les motivations qui ont conduit le président du conseil départemental à retirer cet arrêté. Mais je crois que si le président du conseil départemental, le conseil départemental travaillait main dans la main avec le délégataire, je pense qu'on aurait pu ne pas arriver dans cette situation. Alors, dernière question, Jacques Martial, concernant cet agrément de Manuport, qu'en est-il aujourd'hui? Oui, et comme vous le savez, suite aux 2 conseils portuaires de février et de mois de juin, qui ont donné un avis favorable à la SMART en tant que manutentionnaire et qui ont
il n'y a pas eu d'avis, en tout cas réellement. La procédure en ce qui concerne l'avis au profit de Manipur était très contestable. C'est à ce titre que Manipur a saisi le tribunal administratif pour obliger le conseil départemental à lui attribuer cet agrément. Le tribunal administratif, dans sa séance du 28, le 28 du mois dernier, il y a eu une ordonnance du juge administratif qui contraint le président du conseil départemental dans un délai de 15 jours à notifier au délégataire d'autoriser la signature de cet agrément. Et il se trouve que jusqu'à aujourd'hui, le délégataire n'est pas détenteur de ce courrier émanant du président du conseil départemental et que si dans les 15 jours, le délégataire n'a pas ce courrier, nous sommes en face d'une situation de refus, d'exécution d'un jugement. Et or, je crois que nous ne devons pas arriver dans cette situation. Le conseil départemental doit comprendre que le délégataire, c'est une continuité du délégant. En réalité, il ne peut pas y avoir d'obstacles ni de difficultés quelconques de relation entre le délégataire et le délégant. Le délai n'est pas écoulé, donc on attend encore quelques jours pour voir ce qu'il en sera. Tout à fait, mais on doute beaucoup. Et puis, deuxièmement, je crois que le conseil départemental doit nommer au port des agents capables. Parce que le vrai problème aussi, on a des agents qui ne suivent pas. J'ai remarqué quand le président du conseil départemental se met en avant dans cette situation, on trouve les solutions. Mais quand ce sont les agents, par exemple le responsable du port ou le directeur du port, on ne comprend pas qui est qui d'ailleurs dans cette affaire-là, et on se trouve toujours dans des difficultés. On a des agents qui ont des attitudes très subjectives et ça ne permet pas non plus. Moi, je crois qu'ils doivent aller au Havre ou à Dunkerque chercher des gens qui sont expérimentés dans le domaine pour leur donner la gestion du port. On aurait facilité la situation. Merci beaucoup Jacques Martial-Henri. Je rappelle que vous êtes chargé de mission à MCG. Et autres sujets qui font l'actualité de ce mardi 8 novembre, la CIMAD qui monte au créneau ou encore un ressortissant du 101e département, candidat à la présidentielle. Les précisions tout de suite dans l'actualité en bref. Depuis le 1er novembre 2016, toute personne placée au CRA peut contester sa rétention et contraindre un juge des libertés et de la détention à statuer sur son sort sous 48 heures. Si une audience ne peut se tenir dans ce délai, les étrangers doivent être remis en liberté. Dans ces conditions, un amendement a été déposé dans le projet de loi pour l'égalité réelle en Outre-mer afin que le délai de contestation de 48 heures soit allongé à 5 jours à Mayotte, laissant ainsi plus de temps au juge pour statuer. Adoptée en première lecture, la loi fait désormais l'objet de la traditionnelle navette parlementaire, de quoi néanmoins faire bondir la CIMAD. L'association a écrit au gouvernement pour exprimer son désarroi face à un amendement qui tient, selon elle, Mayotte à l'écart de l'égalité réelle. Les organisations associatives de défense des étrangers demandent aux parlementaires de ne pas abdiquer le principe d'égalité et de s'opposer à cette nouvelle tentative d'introduire un droit d'exception en Outre-mer. Les campagnes pour les présidentielles ont commencé, et si certains passent par des primaires, d'autres ont déjà fait le choix de leur candidat. C'est le cas d'un parti qui sera pour la première fois en lice, l'UDMF. L'Union des démocrates musulmans français, fondée en novembre 2012, souhaite permettre aux citoyens de confession et ou de sensibilité musulmane d'apporter une alternative au sein de la société française dans les domaines économiques, sociaux et politiques. Et pour le représenter lors des élections présidentielles, le parti a choisi un ressortissant du 101e département, à savoir Kamel Messaoudi, un père de famille de 57 ans, diplômé de l'école de médecine de Lyon, installé en libéral à Mayotte comme médecin radiologiste depuis 13 ans. Homme de combat, il travaille notamment à la rédaction de rapports sur l'état des lieux sanitaires de l'île, à destination des parlementaires et des élus locaux. Mais pour participer à un tel scrutin, encore faut-il recueillir les 500 parrainages d'élus avant la mi-mars 2017. Et à l'approche des élections de 2017, la préfecture rappelle que pour pouvoir voter, il faut impérativement être inscrit sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016. Les usagers sont normalement inscrits sur les listes électorales de leur commune de résidence.
S'il réside provisoirement ailleurs qu'au domicile habituel, il est possible de demander à être inscrit sur les listes de la commune de ce lieu de résidence, à condition d'y séjourner de manière continue depuis le 31 août 2016. Il est par ailleurs possible de s'inscrire en mairie avant le samedi 31 décembre 2016. Pour cela, il suffit d'être muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité ou ayant expiré depuis moins d'1 an et d'un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois. L'inscription par courrier adressé à la mairie de sa commune est également proposée. A noter que pour prendre part au vote, il faut être âgé d'au moins 18 ans la veille du premier tour de scrutin, être de nationalité française et jouir de ses droits civils et politiques. Et je me tourne maintenant vers nos invités qui nous viennent de la CCI. Donc avec vous, on va parler de ce forum qui approche, qui concerne, on a dit encore tout à l'heure, l'économie circulaire, sociale et solidaire. Qu'est-ce que c'est ? On va commencer par l'économie circulaire, donc je vais laisser la parole à Yorgo. Alors l'économie circulaire, pour faire très simple, c'est essayer de mettre en place des activités qui sont pauvres, disons, dans l'utilisation des ressources. C'est-à-dire ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment contrôler l'utilisation de la ressource, qu'elle soit naturelle, de l'eau, du plastique, et d'essayer de réutiliser tous les résidus en tant qu'une matière première. Donc c'est pour ça on essaie vraiment, c'est très imagé, c'est vraiment réutiliser le déchet en tant que matière première dans l'activité. Alors ça consiste en quoi ? Un exemple par exemple qu'on pourrait... Un exemple, la méthanisation, par exemple, c'est on utilise des eaux usées qui sont très riches en matière organique, qu'on fait fermenter, et ensuite on obtient un gaz qu'on fait brûler, on utilise ça pour faire de l'énergie, on fait de l'électricité. Alors, ce sont des notions qu'on ne maîtrise pas forcément ici à Mayotte. Les entreprises ne sont pas forcément axées sur ce genre de choses. Alors, comment vous allez faire pour pouvoir les inciter à aller vers ça ? C'est peut-être déjà à Mayotte, il y a des activités quand même qui sont très impliquées dans le développement durable, dans l'économie circulaire. Après, on fait des événements aussi pour pouvoir sensibiliser la population vis-à-vis de ces activités-là. On essaie de mettre en avant des acteurs, que ce soit des associations, des entreprises qui sont très impliquées dans l'économie circulaire. Et on a beaucoup de porteurs de projets aussi qu'on voit et qui viennent justement à la CCI très régulièrement et qui travaillent sur ces problématiques-là. C'est aussi des petits porteurs de projets. On a des porteurs de projets dans le domaine de la réparation, de l'électroménager pour une seconde vie en fait. Là, il y a des projets qui sont en cours, il y a déjà des projets qu'on accompagne. Et c'est justement en travaillant sur ces projets-là qu'on a accompagné, qu'on a vu à quel point il y avait une problématique de création de valeur sociale. Et c'est justement à partir de là, si vous voulez, qu'on a construit tout le projet en fait sur l'entrepreneuriat social et solidaire, parce qu'on a besoin de travailler d'autres modèles économiques, d'imaginer d'autres modèles économiques justement pour l'économie circulaire, mais aussi pour la création de valeur sociale en général. Et c'est ce qui nous a guidés, si vous voulez, à créer ce forum. Parce que l'entrepreneuriat social et solidaire, par exemple, ça va être du tourisme socialement innovant, ça va être du recyclage des déchets combiné avec de la réinsertion. Donc c'est une réalité de terrain, c'est des choses que les gens font depuis longtemps à Mayotte, si vous voulez, mais il y a maintenant pas mal d'outils en fait pour les mettre en place. Voilà, on va les formaliser en lien avec la CRES naturellement, qui a été créée et qui est en action actuellement. Et l'idée, si vous voulez, c'est de rassembler tous les acteurs en fait qui travaillent sur ces problématiques-là, qui soient des acteurs parfois du secteur marchand, d'autres du développement durable, d'autres du social, et ça permet si vous voulez, de mieux accompagner les porteurs de projets. Alors aujourd'hui, c'est une forme qui va forcément intéresser de plus en plus de personnes, puisqu'on voit que l'économie en berne à Mayotte a du mal un petit peu à s'en sortir. Donc c'est une autre forme d'économie. Alors, si vous voulez, nous on voit des porteurs de projets qui viennent créer tous les jours à la CCI. Donc c'est vrai que forcément on est optimiste, si vous voulez, parce qu'on voit tous les jours des gens qui créent, tous les gens qui essayent de mettre en place de nouveaux dispositifs. Mais sur le terrain, c'est voilà, et sur le terrain. Après, nous, on essaye de trouver des solutions parce que c'est vrai qu'on est une île, dans le domaine du développement durable notamment, il faut qu'on pense à d'autres modèles économiques, mais on a aussi plein de gens qui veulent créer pour apporter de la valeur sociale, parce que souvent, quand les gens veulent créer, ils veulent créer de l'emploi, ils veulent trouver des solutions, et si vous voulez, il n'y a pas le social d'un côté et l'entreprise en général. En fait, on essaye de créer le lien, si vous voulez, là-dessus, pour montrer vraiment qu'il y a un lien entre les deux. Et donc là, ce qu'on va faire justement par rapport à ça, c'est créer des événements. Là, on a ce forum où on a les 2 premiers jours qui sont sur l'économie circulaire et l'entrepreneuriat social et solidaire pour le toucher, découvrir avec des témoignages de porteurs de projets parce que c'est vraiment une réalité à Mayotte. Et après, on a 3 jours. Et pendant ces 3 jours-là, on va accompagner des porteurs de projets qui se lancent, qui ont des idées, avec toutes les personnes qui sont là pendant le forum, si vous voulez, et qui restent en fait pour quelque part accélérer ces projets-là. Et là, on a des projets dans plein de domaines différents, justement dans le tourisme, on a des domaines dans le développement durable, la réinsertion, et quelque part, on essaie de leur faire bénéficier de ces projets-là.
On met en place des ateliers idées notamment pour accélérer les projets. Donc là, on va en faire cette semaine au CUFR aussi parce que ça permet de sensibiliser les étudiants au fait d'être étudiants entrepreneurs, au fait de mettre en place, si vous voulez, de travailler leurs idées, au fait que tout est possible et qu'il y a plein de formes de création qui sont possibles. Justement, quelle grande différence il y a avec une entreprise classique aujourd'hui telle qu'on les connaît et ces entreprises ou ces projets qui veulent s'inscrire dans l'économie circulaire, sociale et solidaire? La différence, c'est que c'est un modèle où, c'est la définition de la CRES d'ailleurs, c'est de se dire qu'on remet l'humain au centre vraiment des préoccupations de l'entreprise. Je pense que c'est la vraie différence entre... les profits et... Non. Alors, il y a le terme économique quand même dans l'économie sociale. C'est justement tout ce qui est intéressant, c'est-à-dire que l'idée c'est pas d'opposer les choses, mais quelque part c'est de s'appuyer sur la création de valeur économique pour apporter de la valeur au niveau social. C'est-à-dire que souvent dans ces nouveaux modèles économiques-là, quelque part il y a deux choses qu'on va travailler. Il y a à la fois apporter de la valeur à un usager, souvent gratuitement, et aussi apporter de la valeur à un client parce que c'est lui qui va quelque part financer la valeur qu'on va apporter à un usager. Donc tout ça c'est des nouveaux modèles et c'est quelque chose qui est très très intéressant parce que ça ouvre plein de possibilités justement à Mayotte et c'est justement ce qu'on va essayer de travailler parce que ça demande, si vous voulez, des modalités d'accompagnement qui sont un petit peu différentes, mais surtout des modalités d'accompagnement où on va combiner le savoir-faire des structures de réinsertion, ce que nous on met en place au niveau de la chambre, ce qui est mis en place au niveau de la CRES, et d'être tous solidaires justement pour donner une solution à ces porteurs de projets. Donc là on réduit un petit peu les clivages dirigeants d'un côté et salariés de l'autre. Mais sur le terrain, ils n'existent pas toujours parce que si vous voulez, souvent on nous pose la question, les entrepreneurs, ils créent d'abord un projet. Et souvent, quand on a justement des incubateurs comme ça, on s'aperçoit que justement la frontière, il n'y a pas de frontière. C'est-à-dire que si vous voulez, tout le monde travaille pour un projet. Après, certains ont une sensibilité sociale qui est plus importante. Après, si vous voulez, ce qui a changé, c'est qu'il y a une nouvelle loi qui a été votée, qui est en application, qu'on appelle la loi ESS, et qui du coup a défini un petit peu plus l'ESS au niveau juridique. Donc avec certaines formes, mais il y a les assos, les coopératives, plein de formes différentes. Il y a les entreprises avec le label ESUS notamment. Mais si vous voulez, en pratique, nous, quand les porteurs de projets, on les reçoit, ils ne savent pas exactement sous quelle forme ils vont former. Ça, c'est quelque chose qui va arriver à la fin. Et le rôle, si vous voulez, c'est de se mettre tous ensemble pour bien les orienter et que les projets arrivent avec une bonne solution, quoi. Merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes responsable du pôle environnement et développement durable, donc Yurgo Mohamed Yassine, et également Alexandre Castelot, directeur du pôle développement et innovation à la CCI. Merci beaucoup. Et enfin, cela ne vous a certainement pas échappé, la saison des pluies approche à grands pas, avec elle les pluies et les fortes chaleurs, des conditions climatiques qui favorisent la prolifération des moustiques. Face aux risques sanitaires, il est important aujourd'hui de prendre des précautions en adoptant certains gestes notamment. À ce titre, nous sommes allés à la rencontre de Thomas Margueron, responsable de la veille de la sécurité sanitaire à l'ARS à Mayotte, afin de faire un point prévention avec lui. Reportage Adèle Laurent. Le virus Zika, le chikungunya en 2005-2006, la dengue en 2014, le paludisme en 2016. Mayotte est confrontée en permanence à la menace des maladies vectorielles, due au turnover de sa population, à sa situation géographique, mais aussi à son climat. Et à l'approche de l'été austral, ce risque est grandissant. Les moustiques en fait ont besoin des eaux stagnantes pour se développer. Les moustiques femelles pondent des œufs dans l'eau qui deviennent des larves et qui donneront ensuite les moustiques adultes. Donc plus il y a d'eau stagnante dans l'environnement et plus on aura de moustiques. Donc avec ce retour des pluies attendues dans quelques semaines, il est important que chacun puisse procéder à l'élimination de ces eaux stagnantes autour de chez soi. Et près de 80% des lieux de ponte des moustiques sont créés et entretenus par l'homme autour de son habitation. C'est pourquoi les gestes de prévention sont primordiaux. Pour les citoyens, il est important de vérifier ces gouttières. Le circuit des eaux pluviales, on a bien souvent des gouttières qui sont bouchées ou des regards qui collectent les eaux pluviales qui sont bouchés. Donc il faut procéder au nettoyage pour avoir une bonne évacuation des eaux. Parce que même dans le milieu souterrain, les moustiques peuvent se développer. Donc on va soulever les trappes, enlever le sable et permettre un bon drainage de ces eaux. Lorsqu'on a des plantes, qu'on veut avoir des plantes d'ornement avec des soucoupes, il est important de vider ces soucoupes régulièrement, voire de ne pas avoir de soucoupe du tout. Lorsqu'on veut récupérer l'eau de pluie, qui a priori est une bonne chose pour faire des économies d'eau, on doit aussi veiller à ce qu'il y ait un couvercle hermétique qui ne permette pas aux moustiques de venir pondre dans cette eau de pluie qui peut servir
pour arroser ou éventuellement faire une lessive. Supprimer systématiquement les eaux stagnantes autour de son habitation, mais aussi se protéger contre les piqûres à l'aide de diffuseurs, répulsifs, vêtements couvrants ou encore moustiquaires imprégnés. Et il convient également de participer à la bonne évacuation des eaux pluviales. Il est important effectivement qu'il y ait un bon nettoyage, qu'on ne mette pas ces déchets dans les réseaux d'eau pluviale, parce que c'est ça qui crée des eaux stagnantes. Donc on va demander effectivement à tous les citoyens un effort de vigilance sur les déchets, sur une bonne gestion des déchets. On met les déchets dans une poubelle, notamment en plus parce que ça évite de faire des petites collections d'eau de pluie qui sont favorables à la reproduction du moustique, mais aussi pour éviter qu'ils rejoignent le réseau d'eau pluviale et qu'ils bouchent ce réseau, et ce qui permet effectivement le développement des gîtes larvaires. Et l'ARS, de son côté, éduque et accompagne les personnes dans la lutte contre le développement des gîtes larvaires tout au long de l'année. En effet, des équipes de lutte antivectorielle effectuent des visites chez les habitants de certains quartiers afin d'éliminer les gîtes larvaires présents et de leur communiquer les bons gestes. Ils interviennent également dans les écoles auprès des plus jeunes dans le but de les sensibiliser à ce sujet. En effet, la lutte contre ces insectes suceurs de sang, priorité majeure de santé publique à Mayotte, repose sur la mobilisation de l'ensemble de la population. Car les moustiques sont l'affaire de tous. Alors, un dernier mot avant de nous quitter avec Alexandre Castelot, directeur pôle développement et innovation à la CCI, sur ce forum. Alors surtout, je voudrais qu'on retienne bien qu'on est tous acteurs de la création et tous acteurs de l'innovation. C'est comme ça qu'on a pensé ce forum, avec 2 premières journées un peu d'expertise, mais où chacun peut venir naturellement. Quelque chose de très accessible pour les porteurs de projets. Donc s'il y a encore des candidats pour venir, on les accueillera naturellement, il faut qu'ils nous l'indiquent. Le CUFRE, où on va naturellement travailler sur de l'accessibilité, sur tous ces modèles-là. Et surtout, samedi, une journée en partenariat avec MNE, naturellement, Recyclons-nous, qui est accessible à chaque citoyen de Mayotte et qui aura lieu place de la République à Mamoudzou. Merci beaucoup et c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5 à retrouver également sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et prochain rendez-vous avec l'information demain matin en radio dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente soirée à vous sur KTV et à demain.